L'eau, c'est l'élément le plus simple, le plus commun sur notre planète. La science a tout décortiqué, jusqu'à sa molécule, H2O. Et pourtant, depuis des millénaires, des philosophies, des traditions lui prêtent des pouvoirs, des propriétés qui vont bien au-delà de sa simple chimie. Aujourd'hui, on va se pencher sur une de ces théories, une théorie assez controversée qui s'inscrit pile dans cette idée. Et si l'eau avait une mémoire? C'est la grande question que posent les défenseurs de cette idée. Pour eux, il y a des histoires, des observations qui ne collent tout simplement pas avec ce qu'on sait de la physique et de la chimie. On va donc explorer ensemble leurs raisonnements, regarder leurs arguments, les expériences qu'ils mettent en avant, pour essayer de comprendre cette autre façon de voir l'eau. Bon, avant de plonger dans le bizarre, commençons par ce qui est admis par tout le monde. La science elle-même le dit, l'eau est une substance vraiment pas comme les autres. Elle est pleine d'anomalies. Par exemple, contrairement à presque tout le reste, elle prend plus de place quand elle gèle. C'est pour ça que les glaçons flottent. Ou encore, sa densité est maximale à 4 degrés, pas à 0. Bref, toutes ces particularités sont des faits, même si les expliquer reste un vrai casse-tête. Et c'est sur ce terrain déjà un peu étrange que certains ont construit des théories, beaucoup plus folles. Ces anomalies, en soi, sont déjà fascinantes. Mais ce n'est rien, vraiment rien, à côté de ce que suggère une anecdote que l'on retrouve souvent chez ceux qui défendent la mémoire de l'eau. Un incident qui, pour eux, ouvre une porte sur une réalité complètement différente. L'histoire se passerait en Asie du Sud-Est, en 1956. Le décor, un laboratoire militaire de haute sécurité. Des scientifiques seraient en train de travailler sur une nouvelle génération d'armes bactériologiques. On est, bien sûr, dans le secret défense le plus total. Et voilà ce qui se serait passé. En pleine réunion, tous les scientifiques présents tombent malades, mais gravement malades. Ils sont hospitalisés d'urgence. Le diagnostic tombe, intoxication alimentaire sévère. Forcément, une enquête est lancée sur le champ. Mais elle ne trouve rien, absolument rien. Ni poison, ni bactéries, que ce soit dans la nourriture ou dans l'air. Le seul et unique point commun à toutes les victimes, c'est l'eau qu'ils ont bue, servie dans une simple carafe posée sur la table. Et c'est là que ça devient complètement fou. L'analyse chimique de l'eau de cette fameuse carafe ne révèle que du H2O, pur, pas la moindre toxine, pas le moindre contaminant. Et pourtant, le rapport médical officiel aurait conclu que la cause de l'empoisonnement était bien cette eau. Alors la question est, comment une eau chimiquement parfaite a-t-elle pu empoisonner une douzaine de personnes? C'est ce paradoxe que la théorie de la mémoire de l'eau prétend pouvoir expliquer. Pour tenter d'expliquer des cas comme celui-ci, une hypothèse a donc émergé, en marge de la science classique. L'idée, c'est que la composition chimique ne serait pas tout, et si l'eau pouvait aussi transporter de l'information. Et si finalement l'eau avait une mémoire. En gros, cette théorie postule que l'eau pourrait être une sorte de disque dur liquide. Elle ne ferait pas que dissoudre des choses, elle garderait aussi une empreinte de tous ceux avec quoi elle a été en contact. Que ce soit une substance, un champ magnétique, une vibration, tout ça laisserait une trace durable, même quand la source de l'information a disparu depuis longtemps. D'accord, l'idée est intrigante. Mais comment ça pourrait bien fonctionner? Si la chimie ne change pas, où est-ce que cette information serait stockée? Eh bien, la réponse, selon les partisans de cette théorie, ne se trouve pas dans la chimie, mais dans la physique, dans l'architecture même de l'eau. C'est le point clé de tout leur argumentaire. Il faut bien distinguer la composition de la structure. La composition, c'est la recette. H2O, 2 atomes d'hydrogène, 1 d'oxygène. Ça ne bouge pas. Mais la structure, c'est la façon dont les milliards de molécules H2O s'organisent entre elles, comment elles dansent les unes avec les autres. Et cette architecture-là, elle serait super sensible et pourrait changer tout le temps. Ces organisations de molécules, ils appellent ça des clusters. Et dans cette théorie, ces clusters agissent comme des petites cellules de mémoire. Chaque groupe de molécules formerait un motif stable, capable de coder une information. C'est un peu comme les 0 et les 1 sur un disque dur, ou comme l'enregistrement sur une vieille bande magnétique. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est la capacité de stockage qu'ils avancent. Selon les recherches qu'ils citent, une seule de ces cellules mémoire pourrait contenir 440 000 panneaux d'informations différents, chacun capable d'enregistrer un type d'interaction. La quantité d'informations qu'elle pourrait stocker serait donc absolument phénoménale. Mais si les objets physiques peuvent laisser une empreinte, les partisans de cette théorie vont encore plus loin. Pour eux, l'influence la plus puissante sur la structure de l'eau ne serait pas du tout matérielle. Elle viendrait directement de la conscience humaine. Cette phrase, tirée d'un des documents de référence sur le sujet, résume parfaitement leur idée la plus audacieuse. Après avoir testé l'effet de tout un tas de choses, des aimants, des sons, des lumières, les chercheurs de ce courant affirment que rien, mais alors rien, n'a un impact aussi fort et direct sur la structure de l'eau que les émotions humaines projetées sur elle. La source décrit des expériences où des groupes de personnes se concentraient pour renvoyer des émotions spécifiques vers des fioles d'eau. Et les résultats rapportés sont ceux qu'on voit ici.
Des émotions comme l'amour ou la tendresse auraient augmenté et stabilisé le niveau d'énergie de l'eau. À l'inverse, la peur, l'agressivité, la haine l'auraient fait chuter dramatiquement, en déstabilisant complètement sa structure. Et ça nous amène directement aux travaux très célèbres de Masaru Emoto qui sont souvent cités. Sa méthode était simple, il exposait de l'eau à des mots, des images, de la musique, puis il la congelait et il photographiait les cristaux de glace. Et ce qu'il a affirmé, c'est que les influences positives, comme le mot « merci », donnaient des cristaux magnifiques, symétriques, complexes, alors que les influences négatives, elles, donnaient des formes chaotiques, cassées, amorphes. Ok, alors, comment est-ce que cette idée s'applique à notre vie de tous les jours? Une des conséquences les plus directes, c'est la distinction qui est faite entre ce qui est appelé l'eau vivante, qu'on trouverait dans la nature, et l'eau morte, celle qui sort de notre robinet. Selon ce point de vue, dans la nature, l'eau s'écoule en spirale, en méandre. C'est un mouvement qui maintiendrait sa structure vivante et intacte. À l'inverse, l'eau de nos villes est forcée de voyager sur des kilomètres dans des tuyaux tout droits, avec des virages brutaux à 90 degrés. Et chaque virage, pour sa structure, serait comme un choc qui la brise et qui l'abîme. La théorie parle donc d'une sorte de pollution informationnelle. L'eau du robinet ne serait pas seulement chargée des produits chimiques qu'on utilise pour la traiter, non, elle mémoriserait aussi la pression violente des tuyaux et, encore plus fou, elle absorberait l'empreinte émotionnelle de tous les endroits qu'elle traverse. Elle arriverait chez nous chargée de tout ce bagage, de stress, de colère, de soucis. Et tout ça nous amène à la question finale que pose cette théorie. Si on suit cette logique jusqu'au bout, chaque verre d'eau qu'on boit raconterait une histoire, celle de son long et parfois violent voyage jusqu'à nous. C'est une perspective qui, même si elle n'est pas acceptée par la science officielle, nous invite à regarder cette substance si familière avec un œil complètement nouveau et à se demander quelle histoire, au fond, notre eau est en train de nous raconter.